Nous sommes un atelier technique aux Beaux-Arts de Paris. C'est quelque chose on en parlait avec Eric tout à l'heure, qui existe aux Beaux-Arts depuis pas très longtemps, qui est un atelier transversal qui permet aux étudiants de tous les ateliers de se retrouver pour travailler sur une technique particulière. Mon atelier est un atelier bois, l'atelier à tige en minaille, pareil. Et ça n'empêche pas d'avoir dans cet atelier les étudiants qui m'accompagnent. Dedans, il y a des photographes, des vidéastes, des peintres. On n'est pas obligé de s'en tenir à une technique. D'ailleurs, aujourd'hui, aux Beaux-Arts de Paris, il n'y a plus vraiment d'atelier de peinture ni d'atelier de sculpture. Il y a 2 ou 3 ateliers très très spécifiques, mais sinon tous les ateliers sont très transversaux, même s'ils ne se mélangent pas toujours. Et justement, l'intérêt des ateliers techniques, c'est que les étudiants viennent de partout et se rencontrent à cet endroit-là. Et dans le cas de notre atelier, on a rêvé d'Afrique. Grâce à nos rencontres, on a rencontré Ferdinand Makouvia, qui m'a permis de rencontrer Atisso, puis en fait Soké, qui nous a merveilleusement reçus quand je suis venu l'année dernière. Voilà, imaginez, ça a été une leçon. On débarque à 40 dans les petits bus au fin fond de Palimé, et on est reçus comme des rois. C'est peut-être des leçons à prendre d'ailleurs pour nous. Je ne sais pas si dans un village d'Auvergne, si vous arriviez à 40, ça se passerait comme ça. Donc ouais, on a plein de choses à apprendre de vous. Ça repose peut-être sur des intuitions, mais en plus dans un moment un peu difficile, hein, où on a bien conscience que être blanc français en Afrique de l'Ouest, un peu compliqué. Il y a un passé, nous on n'en est pas tellement responsable, hein, mais en même temps on en hérite. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'avoir d'autres rapports avec vous que celui de venir vous piquer les diamants, je sais pas quoi. On a envie de discuter avec vous. Je pense, enfin moi ce qui m'a poussé là, c'est que je suis persuadé que tous mes étudiants ont besoin de vous pour échanger, et que j'espère que le contraire marchera. Voilà, je laisse la place à Eric. Il y a plein de choses à vous raconter. On sent quand déjà l'année dernière, je l'ai assez senti, beaucoup d'ouverture d'esprit, disponibilité à partager, à donner, à recevoir. Et j'ai ce sentiment que c'est le profil de l'être humain qui peut construire l'avenir, dont on a besoin aujourd'hui, que ce soit en Europe ou en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique. C'est cette capacité à tisser des ponts qui fait que nous pouvons rêver, imaginer et essayer de poser les jalons d'un monde où nous pouvons nous parler en toute sincérité dans une dimension de construction mutuelle. Donc merci pour cela. Chez nous on dit Wezon, Mia Wezon, ça veut dire vous êtes les bienvenus. Mais Wezon, c'est l'explication littérale, c'est quelqu'un qui marche. Donc on suppose que vous avez marché pour venir vers nous. C'est ça la philosophie qu'il y a dans ce mot. Donc on vous reçoit en conséquence. Donc Mia Wezon, vous êtes les bienvenus. Ici au Togo, je me sens, on en a conscience. Voilà, je me sens un des vôtres, des deux côtés. Des deux côtés parce que j'ai quand même passé pratiquement 10 ans à Paris, dont 7 aux Beaux-Arts. C'est-à-dire, c'est là-bas que je suis passé du jeune homme à l'homme. Et je connais aussi bien Paris que Lomé, peut-être plus Paris que Lomé. Et mon cœur est plutôt togolais. Donc, quand j'étais venu dans cette école, c'était une évidence pour moi que c'était juste un crochet pour revenir chez moi, apporter à la fois ce que j'ai pu apprendre de l'extérieur et que ce que je suis en tant que Togolais. Donc, je me sens à la fois à l'aise avec vous deux. Quand l'Institut français m'a appelé, on a dit Beaux-Arts, je dis pour moi, c'est le mot-clé. C'est ma maison, les Beaux-Arts de Paris. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous ici. Tout moment, sachez que vous avez... Ici, nous, c'est grand frère, petit frère, vous avez un grand frère ici. Voilà. Bonne arrivée. Merci. Alors, on va parler d'art au Togo. J'essaierai de faire le moins magistral possible parce que il a dit la première fois qu'on s'assoit pour parler de ce sujet de manière formelle. On en parle entre nous, artistes.
mais c'est la première fois que de manière formelle, on doit parler de cela. Je te demanderai juste de biaiser un peu pour que je puisse voir ton écran où on en est. Parfait. Donc, on y va. On y va. Alors, donc, il est évident que l'histoire de l'art, la création artistique ici est ancienne, antérieure à la colonisation, antérieure à l'indépendance qu'on a eue en 1960, en avril 1960, après avoir passé une période allemande, puis française. Mais c'est une période qui n'est pas beaucoup documentée. Période d'avant les indépendances, période, pardon, la colonisation précoloniale, pendant la colonisation, tout ça n'est pas documenté. Même juste après, il y a très peu d'informations là-dessus, ce qui fait qu'il y a des noms que beaucoup de jeunes ici togolais n'ont jamais entendus. Des noms que j'entendais vaguement moi-même, sur lesquels j'ai essayé de m'informer tout au long de mon retour ici à Lomé, et particulièrement dans la préparation de cet atelier causerie. Voilà. Donc, l'art contemporain ici, aujourd'hui, je commence un peu par aujourd'hui, c'est beaucoup diversifié. Il y a traditionnellement, j'allais dire, on est entre peinture et sculpture, ou l'inverse, sculpture et peinture. Et puis, pendant longtemps, qui fait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population, quand on dit art, entend peinture ou sculpture, et difficilement au-delà. Pourtant, on a une variété d'expressions aujourd'hui qui fait qu'on a quelqu'un comme Ras Sankara qui est spécialisé dans la performance. Il fait des performances plutôt engagées politiquement et socialement. Donc, c'est quelqu'un qui vit au plus près des enfants défavorisés et qui a un engagement politique assez fort en termes d'expression artistique. Nous sommes le 15 octobre aujourd'hui par rapport à Sankara. Oui, Thomas Sankara du Burkina Faso. Voilà, donc, et ensuite, déjà, même avant 2002, il y a Soke Edor qui est dans la salle, qui faisait déjà des performances. Ici, je me souviens, il a mis sur un des plus grands boulevards de Lomé cette installation où il disait qu'il mettait le Togo en vente, qu'il fallait le contacter. Le Togo avant de contacter moi, c'était le prix de cette performance installation. Faire ça au Togo, c'est pas évident, hein. Ça finit en prison normalement. Donc, d'ailleurs, il a été interpellé, et Manu Militari, et une discussion avec les forces de l'ordre, et finalement, il a été libéré. Tout à l'heure, s'il souhaite prendre la parole là-dessus, il pourra revenir là-dessus. Une autre performance de Soke, c'est Journée sans mensonge. Journée sans mensonge, qui était aussi un moment important de la performance ici au Togo. L'idée que moi j'aime bien dans ces genres d'expression performance, c'est que ça a un écho avec une forme d'art ancienne au Togo, c'est-à-dire d'installer la parole dans la rue, une scène dans la rue, et de pouvoir, autour des gens, installer un dialogue. Soit sur un sujet normal, ou soit sur un sujet difficile. Là, en l'occurrence, ok, dans le même sillage que ce que ferait plus tard un Ras Sankara, pose des sujets de société majeurs. D'abord, la pauvreté, et ici, la parole. Sachant que nous sommes dans une société de parole, le mensonge, la vérité, c'est extrêmement important. Donc ensuite, très récemment, hein, les artistes, vous savez, à Lomé, on a très peu d'espace de médiation, de démonstration des œuvres d'art. Les artistes sont là de très bonne qualité, à mon avis. Où les montrer, on ne sait pas. Si on ne les connaît pas, on ne va pas dans leur atelier. Les seuls espaces d'exposition ici, il y en a deux de manière majeure. C'est l'hôtel Onomo, souvent en partenariat avec l'Institut français, et qui a l'air qui est le lieu par excellence où on va regarder une exposition. Pour moi, c'est très pas normal. Un hôtel peut pas être le grand espace d'exposition dans une capitale. Et ensuite, on a le palais de Lomé qui est juste à côté, j'espère que vous allez visiter, qui est un ancien lieu de pouvoir qui a été rénové et aujourd'hui sert à peu près plus ou moins de lieu d'exposition. Voilà. Donc, de plus en plus, les artistes prennent des initiatives eux-mêmes, comme on est en face d'une situation où on a des œuvres, on veut les montrer, on ne sait pas où les montrer, les espaces publics, privés n'existent pas. On prend les choses en main,
Moi, j'ai mon espace qui est un atelier dans lequel j'ai investi pour exposer aussi d'autres. Là, il y a un camarade, Camille Azanko, on verra son travail tout à l'heure, qui aussi a investi dans un espace, lui, pas à Lomé, plutôt dans les régions, donc où il reçoit des artistes. Et ici, il a reçu il y a le mois passé, d'autres artistes ont créé ensemble. Ça a été un moment que auquel j'ai pas pu participer, étant engagé professionnellement ailleurs, mais un moment clé de l'art au Togo. Voilà, les artistes qui ont participé. Très peu de femmes, hein, il y en a 2. Là, sur la photo, on en voit une, mais il y en avait 2. Mais c'est quelques-uns des artistes importants de notre pays qui sont là. Voilà. Alors, donc, je disais tout à l'heure que la pratique artistique était ancienne. Kana était ancienne. Hein, mais je vais vous montrer, avant de parler d'art contemporain, je vais vous montrer un petit peu l'art qu'on faisait avant, plutôt en sculpture. Plutôt en sculpture. Alors, les images, je les ai prises d'un document qui est au niveau du ministère de la Culture, qui est en discussion actuellement entre le Togo et l'Allemagne. Parce qu'il y a ces objets qu'on va voir sont en Allemagne et que l'État togolais est en train de tout faire pour les faire rapatrier au Togo. Ce qui est aussi dans l'air des discussions entre les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Vas-y. Donc, c'est des pièces qui sont actuellement en Allemagne, qui ont été pris du Togo dans la période coloniale allemande, donc précédant la période coloniale française. Donc je pense que les dates qu'on voit ne sont pas forcément les dates de création, mais il me semble que c'est les dates où les œuvres ont été enregistrées en Allemagne. Voilà. Oui. Oui, vas-y. Tu pourrais, pour nous, préciser, parce que c'est un grand mystère qui nous intéresse beaucoup, la différence entre la sculpture et le fétiche? Alors, ici, on ferait pratiquement pas la différence, si tu veux. Sinon, si peu. Alors, je ne sais pas si je devais en parler. Le fétiche serait pas le mot que j'utiliserais, puisque ça a une connotation. On va dire plutôt des objets chargés, spirituellement chargés, qui servaient de culte ou de rite, qui étaient étroitement liés à la création artistique. Pas dans le sens occidental du terme, mais dans un sens où il y avait une quête du beau, mais l'objet n'était pas forcément au service prioritairement de l'esthétique, mais de sa spiritualité, du rapport qu'il a dans le contexte du culte ou du rite. C'est la même chose pour nous, des sculptures, anciennement, oui, absolument, anciennement. Oui. Donc ça c'est commun à la planète en réalité, oui. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on m'a posé la question récemment, quel est notre rapport aujourd'hui à l'art? C'était sur un débat sur Facebook. Je dis c'est un rapport comme tout le monde. On m'a dit oui, et alors? Je dis comme tout le monde, ça veut dire que le rapport à l'art dépend de l'éducation à l'art. S'il n'y a pas d'éducation à l'art, le rapport est distancié, presque froid et ignorant. Donc ce qui fait que naturellement, les gens n'iront pas voir une œuvre d'art ou une exposition, c'est ce qu'on a ici, ou alors un rapport où l'éducation est très présente, sensibilisation à l'art est très présente, donc le cas occidental, où les gens iraient vers l'art. Quoique, je dis souvent aux gens d'ici, c'est pas si automatique que ça. J'ai vécu dans un contexte 10 ans à Paris où il y a toute une frange des populations françaises ou parisiennes, puisque je connais plus Paris, qui ne vont pas forcément à l'art non plus. Il faut des fois aller les chercher, pas seulement en banlieue, je parle de Paris même. Donc il ne faut pas forcément à l'art. Donc tout un travail qui a commencé plutôt sous De Gaulle, dans le sens démocratique du terme, c'est-à-dire mettre l'art à la disposition, non pas seulement de l'élite, mais de tout le monde, avec Malraux, qui a commencé, que des gens comme Jack Lang ont renforcé plus tard. Nous, on est en train de commencer, en réalité. Voilà. Donc je ne sais pas si... voilà, c'est ça. Oui. J'ai une question. Oui. Aujourd'hui, quel rapport on a entre l'art et la spiritualité? Je ne veux pas démarrer un débat, mais en voyant ces objets qui, je suppose, sont des objets rituels. Oui, je pense. A priori, oui. Est-ce que l'art a la même fonction aujourd'hui dans nos sociétés ou... On a plusieurs sociétés aujourd'hui. Il y a une partie, et même plusieurs artistes. On irait vers un artiste comme Ake Olokan, qui est exposé ici. La vocation de son travail est très spirituelle. Donc, plutôt dans ce sens. C'est un artiste contemporain qui vit, mais qui revendique la charge vaudou de son travail. Et c'est très présent. On irait vers un artiste comme Assou Kossi, je pense que vous allez le voir, donc qui aujourd'hui est un prêtre vaudou affiché. Hein. Donc depuis toujours, il y avait cette dimension endogène dans sa façon de vivre. Assou est quelqu'un qui peut être très à l'aise
avec couvert à l'occidental et sans faute, et manger avec la main, sans faute aussi. Donc, et parler français très, hein, et puis Mina très aussi. Donc, ce côté-là existe encore, d'un travail artistique presque rituel. Ensuite, on a un sculpteur, pour ne parler que des sculpteurs, comme Atis Ogura, qui je le connais pas autant que je parlerai d'Assou, mais dont je pense qu'il y a chez qui il y a une certaine distance, ou un Gustave Djonda, où il y a clairement une distance. Gustave qui revendique plutôt une spiritualité chrétienne, donc il n'y a pas forcément un rapport rituel à sa démarche sculpturale. Voilà. Donc on a les deux. Après, il y a le regardeur, parce que ça, c'est celui qui fait. Qui est important. Mais la manière dont nous, on va percevoir, j'en reviens à nous, puisqu'on parle de... Est-ce qu'on peut avoir la même distance de regard que on peut avoir, nous, par rapport à une statuette de la Vierge Marie du 19e siècle, qui a été créée dans le but d'être mise dans une église, et vous, par rapport à une statuette Moba? Ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Tu sais, récemment, la France a restitué une vingtaine, presque une trentaine d'objets au Bénin. Les gens sont sortis nombreux. 26, hein, ils sont sortis. Oui, sortis, bon, sur 1000, comme il dit, 26 sur 1000, mais c'est déjà un premier pas. Donc, les gens sont sortis nombreux. Regardez ces objets. On a même vu des prêtres vaudous aller comme si, pour les recevoir. Il y a eu des cérémonies dans ce sens. Mais, pour répondre à ta question, une œuvre de Akeolokan, très spirituelle, vaudou, affichée, ne se regarde pas, ne s'approche pas, comme on approcherait une sculpture d'Atis Ogura. C'est pas la même démarche. Oui, on mettrait ces objets en exposition au Centre culturel français ici, peut-être parce que c'est au Centre culturel, on va considérer que c'est déchargé. Voilà, donc on peut venir librement, mais dans un autre contexte, on a un rapport plutôt distancié à ça. Chez nous, ce qui va faire la décharge, c'est la distance du regardeur. Si Absolument. Pour un chrétien convaincu, la décharge ne sera pas. Absolument. Alors que pour quelqu'un qui a... Si je peux répondre sur les 26 sur 1000, c'est une question aussi qui m'intéresse énormément. Est-ce que c'est pas mal, est-ce que c'est pas une bonne chose qu'il en reste? Évidemment, on les a piqués, ça c'est fort probable. Mais néanmoins, qu'elles soient chez nous, nous donne un point de vue sur chez vous. Si elles sont plus, si on ne les croise plus au Louvre, par exemple, ou au Quai Branly, on ne sait pas qu'elles existent. Alors que, est-ce que c'est pas des ambassadeurs? Après, qu'on vous en rende une bonne partie, il n'y a aucun problème. C'est une question importante, on peut en parler. Je considère que c'est les vôtres, donc c'est à vous de décider. Mais, enfin, ça serait bien que ce soit à vous de décider. Mais ne croyez-vous pas que c'est important qu'elle reste sous forme d'ambassadeur, en partie chez nous? Et peut-être qu'en échange, on vous envoie des choses qui soient des choses... Oui, c'est ça. Ah, mais tu as souhaité en parler, tu vas en parler. Non, en réalité, j'étais encore jeune étudiant pour faire une parenthèse, fermer peut-être la parenthèse sur ce sujet sensible, qui risque de nous prendre toute la conférence. Alors, non, tu fais bien, il n'y a pas de... Il ne faut pas qu'on fasse omerta, il faut parler de tout librement. Donc, j'étais encore jeune, j'avais la vingtaine, j'étais dans le métro un jour, je tombe sur Simon Diamy qui, à ce temps-là, montait en termes comme curateur africain de référence en France et dans le monde occidental. Il est franco-américano-camerounais. Voilà. Je tombe là-dessus sur Simon Diamy dans le métro, donc forcément je vais le voir. Et le débat sur la restitution, qui n'est pas un nouveau débat, renaissait à l'époque-là une nouvelle fois. Donc je suis allé le voir pour qu'est-ce qu'il en pensait de la restitution des objets. Je parle d'un truc qui s'est passé, une rencontre qui s'est passée il y a 20 ans dans le métro. Donc qu'est-ce qu'il en pense? Il a fait une réponse que j'ai gardée. Il dit qu'il n'est pas contre le principe. Mais à l'heure là où on parlait de restitution, il a l'impression qu'on a du mal chez nous à prendre soin de l'humain vivant, au lieu de demander des objets qui sont pas prioritaires, il a dit. Je ne formule pas aussi richement qu'il a pu le faire. Mais je ne suis pas loin de son point de vue. Je pense que la restitution est une question fondamentale. Un bien a une appartenance. L'appartenance, c'est nous.
Donc, on peut le demander et le recevoir quand on veut. Alors, avec ça, de les recevoir et de faire construire un musée aux frais français, moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce qui s'est passé au Bénin. Je ne suis pas d'accord. Si on reçoit nos objets, si nous n'avons pas la capacité de faire un musée à nos frais, remettons-les dans les cases où ils ont été pris. À ce moment-là, nous avons toute la latitude de les recevoir, ou alors brûlons-les, parce que ces objets nous appartiennent. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est ouvert. Il y a des gens qui se demandent, une fois qu'ils sont revenus, où est-ce qu'il faut les mettre? Est-ce que c'est un musée à l'occidental, ou est-ce qu'il faut les restituer dans un contexte culturel, le même contexte duquel ils sont partis en réalité? Donc, le débat est ouvert, les contributions sont ouvertes. On est au début de cette action. Donc, encore quelques objets dans ce sens. Donc, c'est des objets qui viennent du nord du pays. Non, c'est des esthétiques intéressantes qu'on retrouve encore chez des gens comme Assou Kossi. L'héritage est assumé. Et donc, on n'est pas dans la représentation fidèle du corps humain, on est dans la représentation de l'essence du corps humain, de ce qu'on ressent, et de la partie sur laquelle on veut mettre l'accent, l'énergie qui est dedans. N'oublions pas que c'est des objets cultuels. Il y a des objets qui servent à la fertilité, donc forcément on met plus l'accent sur les parties liées à la fertilité, par exemple. Voilà. Essaye de revenir en arrière. Un objet que j'aime énormément, c'est la toute dernière. Oui. Le troisième objet. Il y a presque, la beauté est dans la simplicité de l'objet. L'artiste est allé, oui, l'artiste est allé droit où, je ne sais pas s'il faut l'appeler artiste, mais c'est un artiste. Il est allé droit à l'essentiel, droit au but. Voilà, droit au but. J'aime énormément cet objet. Vas-y. Donc ici, au sud du pays, il y en a d'autres que je n'ai pas choisi de montrer. Il y a des objets qui sont beaucoup plus connus du sud du pays, les statuettes Venavi, qui font le tour des maisons de vente en Europe, que je n'ai pas souhaité montrer, plutôt montrer cette partie de la création du sud du Togo qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, on va commencer du coup à parler de ce qui a succédé à cette période, c'est-à-dire l'art contemporain. Ça va tourner au Togo autour d'un monsieur. Un monsieur qui est rentré des Beaux-Arts de Paris, il s'appelle Paul Aï, dans les années 60. Et j'ironise à peine, souvent en disant, on parle d'art au Togo comme on parle de Christ dans la religion chrétienne, c'est avant, pendant et après Paul Aï. Voilà. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je considère qu'au Togo, on a eu en gros, autour de ces 62 années de création, on a eu en gros 3 grandes périodes. Où la période autour de Paul Aï, et ensuite la période, il y a une très forte présence de l'école ivoirienne ici, qu'on n'a pas encore fini de complètement évaluer, qui a été amenée au Togo par Kossi Assou, au point qu'on ne sent plus forcément l'influence directe de Kossi Assou, mais il y a une école ivoirienne et avec d'autres artistes qui ont fait l'école ivoirienne directement et qui sont à Yeva, Clément Beignon, que tu connais, qui sont venus, l'influence est directe. Et ensuite, il y a l'influence de Soké Edor. Il y a une école Soké Edor qui est plus libre à mon avis, mais avec différentes influences jusqu'au Mali. Il est là, il pourra en parler. Et entre les deux, je pense qu'il y a une période intercalaire qu'on appelait l'école de Lomé, qui avait été formé ou fabriqué, le mot est approprié, au Centre culturel français, anciennement le nom ancien de l'Institut français, donc par un ancien directeur du Centre culturel français, qui a rassemblé des artistes et a essayé d'inciter une école, un mouvement. Et ça a donné des artistes dont certains sont encore là, et Camille Azanpo, vas-y. Donc, très brièvement, sur toutes ces périodes que je vais évoquer, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'ouvrage pour dire qu'on veut parler de l'art au Togo, telle référence, allez lire ceci, allez consulter ceci, ça n'existe pas. Vas-y. Donc, la période d'avant Paul Aï, qui pour moi est une période qu'il faut ressusciter, qu'il faut réveiller, c'est des artistes dont les noms sont inconnus des jeunes ici, même de leurs parents. Des gens comme Lalaye, Beignon, on ne connaît même pas leurs prénoms pour te dire. Voilà. Et on n'a aucune trace de leurs œuvres. Ah oui. Aucune.
On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et on nous dit que c'est des artistes. Agboli Père, on connaît les œuvres d'Agboli Fils. Agboli Père, on ne connaît pas son travail, à part une œuvre qu'on va voir tout à l'heure. David Ananou, qui était écrivain, on connaît plus son héritage littéraire plutôt que son héritage pictural. Et John Sylvestre, moi, j'en ai jamais entendu. C'est dans mes recherches que j'entends souvent parler de lui, qui faisait des maquettes. Il a été à Dacia, Primus, qui faisait des maquettes de pagne là-bas. Il était plutôt connu à l'époque. Je ne le connais pas. Et puis, je ne pense pas que les jeunes le connaissent davantage. Oui, alors, on dit un sculpteur du Nord. Je vous dis à quel point il n'y a pas d'information. Que voilà, un sculpteur du Nord, et c'est Paul Haï lui-même qui en parlait. Il n'a pas dit un sculpteur du Nord, de Bassa ou de Kara. Bon, qui sait? On ne sait pas. C'est pour vous dire que là, je suis tellement heureux de voir en arrivant autant de jeunes, de quoi, 20 ans, dans la vingtaine d'années. C'est vous dire à quel point vous êtes encore à l'université. Si vous êtes là, c'est que l'art vous intéresse. Il faut investir votre énergie dans la recherche. Et je pense qu'il y a aujourd'hui toute une possibilité d'accompagnement, rechercher et faire connaître ces parties de notre histoire. Quand je le dis, c'est aussi à nous, vos aînés, de le faire, et des gens comme Primus qui font de la recherche, d'explorer cette période, de nous dire qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Et les œuvres sont certainement dans leur famille, rangées quelque part dans les oubliettes, ce que j'appelais les oubliettes des familles, mais il faut aller les chercher. Vas-y, Kana. C'est un beau projet. Oui. Agboli Père, vous voyez. Donc, on peut imaginer que, étant artiste pendant la période coloniale, il a pu être initié, comme ça a pu être le col Poto en RDC, par les Occidentaux qui étaient là. Donc, il y a une empreinte occidentale claire dans cette nature morte qui est là, qui date des années d'avant l'indépendance. J'ai pris ça de la collection Edem Kodjo. Donc, ensuite, Paul Haï lui-même, qui est décédé il y a 12 ans. Alors, ce monsieur est rentré à Lomé en pleine période d'indépendance, tout jeune, des Beaux-Arts de Paris. Tout de suite, vingtaine d'années, on l'associe au monument de l'indépendance. À tort, on pense qu'il a fait seul, il n'a pas fait seul. J'oublie le nom du français qu'il faisait. On l'a associé au français. Donc, et ensuite, on lui a confié le drapeau national et c'est lui qui a conçu le drapeau du Togo. Très peu de gens le savent, les jeunes ne le savent pas. Donc, tout au long de sa très longue carrière, il va donner des artistes, mais il va produire beaucoup. C'est un artiste extrêmement polyvalent, peinture, sculpture, pastel, et puis d'autres médias ou médiums artistiques qu'il a pu explorer. Un artiste important est sorti quand même de son atelier. L'un, m'a-t-on dit, des plus révolutionnaires, qui a pu dire à Paul Haï qu'on peut faire l'art autrement que ce qu'il faisait lui-même, c'est Sokeidor. Parce que dans l'atelier de Paul Haï, on ne faisait que du Paul Haï. Et aujourd'hui, même après sa mort, tous ceux qui ont fait son atelier, quand on voit leur travail, c'est du Paul Haï au rabais, mais c'est quand même du Paul Haï. Mais Soké a eu ce mérite-là d'avoir fait cette école. On ne le sait pas souvent que tu as été chez Paul Haï. Mais que très tôt il y a une scission parce que tu as pris ton indépendance et ton autorité artistique assez rapidement. Félicitations, je pense que c'est comme ça que les artistes naissent, les grands artistes tels que tu l'es, naissent. Voilà Paul Haï dans son musée où tu étais l'année dernière. Donc il a commencé à le construire lui-même avant de décéder. Il n'a pas fini, sa famille a fini le musée. Donc, qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Musée Agnassin Paul Haï, qui est ouvert aux visites. D'ailleurs, il y a une représentation théâtrale qui se passe là actuellement, aujourd'hui, demain et après-demain, entre l'Allemagne et le Togo, qui est quelque chose de très intéressant. J'ai vu les répétitions. S'il n'y avait pas la conférence d'aujourd'hui, j'y serais allé, donc j'irai demain. Je vous invite à vous y rendre. C'est assez intéressant. Donc, un aperçu rapide de l'univers créatif de Paul Haï sur la pierre, le pastel sur papier. Pastel sur papier, il en a produit des centaines, les pastels sur papier. Et puis il a fait aussi pas mal de réalisations sur les murs de Lomé. On le voit partout sur les murs de Lomé. Il en a fait pas mal. Voilà. Oui. Alors, donc j'ai posé la question souvent, qui étaient les artistes contemporains de Paul Haï? Puisqu'on n'entend parler que de lui, qui l'a côtoyé? Quels sont les artistes qui ont essayé de le challenger? Il n'y a pas pratiquement de nom. Vous voyez, sur mon slide, il y a 2 noms.
c'est Dabla Père, Dabla Fils, dont on ne connaît que deux choses, surtout leurs enfants. C'est-à-dire que autant l'un que l'autre ont produit beaucoup d'artistes. On a deux ou trois artistes Dabla, fils et puis deux ou trois artistes Salah, fils d'eux. Les parents eux-mêmes, on ne sait pas ce qu'ils ont vraiment laissé. Je suis désolé, je n'ai trouvé que des traces de Dabla Père, encore une fois dans la collection d'Mkodjo. Donc voilà ceux qui ont côtoyé Paul Haï, dont l'aura était telle que tout cela n'existait pas. Ils n'ont jamais existé artistiquement, la preuve on ne les connaît pas. Donc encore une fois, invitation à explorer cette période de notre histoire pour pouvoir la documenter. Les années 70, il y a des artistes qui vont arriver. Paul Haï est toujours là, très 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 présent, plutôt omniprésent. Mais certains artistes ont essayé de commencer à s'affirmer petit à petit. Lawson Clem, et puis Adjevino Glokwe qui est venu aussi de l'école des Beaux-Arts de Paris, Adama Ekwe, vas-y. Donc tous ceux-là ont essayé, et voilà une œuvre de Clem Lawson que j'ai vue accidentellement il y a un moment sur Google. Donc on sent, il n'y a pas de légende, il n'y a rien que sur le travail, on sent que c'est un travail réalisé à base de perles, on pressent, on sépare. Donc je ne sais pas, appel aux familles, s'il y a des gens sur les directs qui m'écoutent et qui sont issus de ces gens, il faut qu'ils sachent qu'on a besoin de recueillir des informations, autant leur histoire que les œuvres, sur ces messieurs qui ont été au devant de la scène artistique avant et pendant Paul Haï. Voilà une dame, donc Marie Zekwe, qui a été formée par Paul Haï, et cette œuvre qui fait partie de la collection d'Mkodjo aussi. C'est un portrait aussi grand que ce mur, et tout est fait en perles togolaises. Donc c'est une œuvre que d'Mkodjo, qui est l'un des anciens premiers ministres au Togo, aimait énormément, tellement que c'était placé frontalement devant son bureau, que Oga connaît très bien. Voilà. Quelques figures des années 80 et 90, voilà, donc ça commence à se libérer. Alors je dis souvent aux jeunes artistes que ils doivent la liberté qu'on a aujourd'hui à deux grands maîtres de l'histoire de l'art du Togo, c'est Soke Edor et Kossi Assou. On leur doit le fait d'avoir essayé de sortir des griffes ou même de l'omniprésence de cette lumière un peu trop forte de Paul Haï, d'avoir essayé et avoir réussi d'installer une autre écriture, quelque chose de différent, qui fait qu'aujourd'hui les Togolais peuvent accéder à cette diversité qui permet de nous ouvrir sur le monde, mais surtout d'explorer toutes les facettes de notre héritage, de notre patrimoine. Donc des noms comme Soke Edor, Assou Kossi, mais aussi Aboli Père, Aboli Fils, on a parlé du père tout à l'heure, Adjonou Michel, qui aussi est diplômé des Beaux-Arts, qui est actuellement au Togo. Voilà une œuvre de Parfait Agboli, donc, dont on a parlé du père plus haut, prédécesseur de Paul Haï, le père. Aeva Medjeva, qui a fait l'école ivoirienne. Vas-y. Adjonou Michel, qui est polyvalent, hein, il fait des pastels, ici c'est un pastel, il fait des pastels, il fait d'autres choses, sculpture. C'est un excellent technicien. Et puis on va faire quand même un petit arrêt sur Soke Edor. Donc Soke Edor, qui est né en 1955, que j'ai rencontré moi-même quand j'étais étudiant, qui faisait beaucoup d'expositions ici au Togo. Ensuite, je l'ai rencontré, je l'ai retrouvé aux Beaux-Arts de Paris, où il est venu faire un stage de quelques mois. On s'est fréquenté, c'est là que je l'ai mieux connu. Et puis ensuite, je l'ai retrouvé à Lomé. Alors, son travail est basé sur le fait que Soke estime que l'Afrique, sur laquelle on dit trop vite qu'elle n'a pas d'écriture, qu'en réalité, elle a une écriture. Et pour le prouver, il en a inventé une lui-même. Donc inspiré des idéogrammes de certaines régions du continent, en particulier chez les Dogons, et tout cela avec la matrice de l'argile de chez lui à Agou et la latérite avec laquelle il a posé toute son écriture picturale. Donc quelques œuvres de Soke Edor que j'invite, non seulement je pense que nos amis des Beaux-Arts de Paris qui sont là vont aller le voir, mais j'invite surtout nos amis du Togo, les jeunes frères et les jeunes sœurs qui sont là. Je vous invite à aller le voir, aller dans les ateliers, découvrir ces artistes
hein, et puis vous imprégnez de ce qu'ils ont, ce qu'ils nous disent et de ce qu'ils nous laissent. Vas-y, Canard. Voilà une œuvre, j'en parlais à mon introduction, hein, un artiste plutôt engagé. Donc là, il est dans l'actualité de la problématique entre la France et l'Afrique. Voilà, donc il est dans cette actualité-là ici, un rapport conflictuel à ce moment, mais c'est un rapport aussi de dialogue. Voilà. Soke, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus, sur ces trois œuvres? Donc là, vous avez saisi le sens, c'est l'actualité de ce qu'on traite comme des manipulés de la Russie. Mais il y a un constat, c'est qu'on nous a construit des habitudes, on ne sait pas quoi, qui nous laisse toujours les parties intimes dehors, tu vois, c'est quand même, nous sommes un peu humiliés sur le continent africain par l'adoption de comportements exportés qui ne nous servent pas. L'économie, on n'en a pas. Notre culture, on l'a importée. Je ne vois pas la dignité d'une personne sans se prendre vraiment en charge par sa propre culture. Et voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Merci beaucoup. Donc, l'œuvre de Polayi, je dis Polayi. Alors, Soke parle ici des relations entre l'Afrique et la France, mais il faut surtout retenir de son travail qu'il parle aussi surtout des relations entre les Togolais eux-mêmes. Il a fait beaucoup de performances et d'œuvres qui portent sur les tensions politiques dans le pays. Je pense que Soke a été arrêté même pendant les événements de 90, démocratiques de 90, où il faisait une performance pas loin de la gendarmerie nationale. Voilà. Oui. Voilà, continue d'avancer. Donc, quelques figures des années 90-2000, hein, il y a toute une liste, dont l'école de Lomé, dont je parlais tout à l'heure, Bethel Aniakou, ma génération. En tout cas, quand moi j'étais à Paris, ce sont les artistes qui étaient connus ici, qui étaient installés ici. Komar, Bethel Aniakou qui vit aux États-Unis, Komar qui vit en France, Camille Azanko qui est là au Togo, mais un des artistes majeurs qui sillonnent, dont les œuvres sillonnent la planète. Hein. Camille Azanko, Tété. Kaliko qui est décédé. Alors, Kaliko, c'est tout un personnage. C'est tout un personnage. C'est un monsieur. C'est l'artiste incarné. On me racontait encore sur Kaliko la dernière fois une petite histoire. Le monsieur allait jusqu'à arracher les tissus des couvents vaudous pour venir peindre dessus. Voilà. Donc, c'était un artiste fou. Il a fait une performance au Centre culturel français où le monsieur sortait d'un cercueil qui avait choqué les gens à l'époque. Et l'histoire, c'est que quelques jours plus tard, il est décédé. Donc, ça a alimenté le mythe, mais c'est pas fini. Quelques jours après, les gens sont à la maison, voilà Kaliko qui arrive. Mais on t'a dit, non, c'est une histoire vraie. Koukov, qui est là dans la salle, l'a vécu en vrai. Il a dit, mais tu sors d'où? Il dit, mais qui n'est pas mort? On l'a déposé à la morgue, il n'est pas mort. Et naturellement, il est mort quelques instants après. Et là, du coup, il n'est plus revenu. Mais c'est toute une histoire, ce monsieur. C'est toute une histoire. Oui, je te jure. Vraiment africain, comme tu dis. On a fait une rétrospective sur sa carrière avec une exposition à l'Union européenne dont j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être le commissaire. Donc, Kaliko, c'est un artiste intéressant des années 90. Pierre Sego, qui doit être connu des jeunes, Félix Agbokou et Jimmy Hope, qui est plus connu comme musicien, mais qui fait des œuvres, Ami Omao et bien d'autres. Vas-y. Voilà une œuvre de Jimmy Hope, regretté Jimmy Hope. Oui. Bethel Aniakou qui est aux États-Unis. Voilà. Donc, des œuvres Koma, qui appartiennent à la période des années 90 ici au Togo. C'était des jeunes qui ont vraiment vécu de l'art de manière optimale ici au Togo. Voilà. Vas-y. Quelques œuvres de Kaliko. Oui, Kaliko, collection d'Emkodio. Voilà, Pierre Sego dont je parlais, il est là à Lomé. Voilà, quelques œuvres de Pierre Sego. Camille Azanko, on fait un arrêt sur ce monsieur. À mon avis, l'un des artistes majeurs du pays. Donc, son œuvre lui ressemble. C'est quelqu'un qui coud de la ferraille. Et quand vous voyez Camille, vous n'êtes pas étonné.
Il n'y a pas de distance entre le personnage et l'œuvre. C'est quelqu'un qui va direct dans sa personnalité, il dit les choses telles qu'il les pense. Et donc, il a fait une œuvre monumentale au Bénin, à Cotonou, de 20 mètres de ferraille. Et j'ai toujours rêvé que l'État togolais puisse un jour mettre des milliards sur la table, plusieurs dizaines de milliards sur la table, pour faire l'acquisition de cette œuvre de 20 mètres de Camille et l'installer dans une rue de Lomé. Que le prix lui-même, le prix, quand je dis milliards, je mesure, que le prix lui-même soit un outil de reconnaissance de la qualité de l'artiste. Voilà. Qu'on ne puisse pas... Il est là? Ah, je ne savais pas qu'il était là. Camille, bonjour, je ne t'ai pas vu arriver. Que le prix lui-même soit la reconnaissance de la qualité de l'artiste. Voilà. Tu sais que, comme je ne savais pas, tu étais là, tu sais à quel point c'est vrai. D'ailleurs, tu sais tout le bien que je pense de toi, n'est-ce pas? Voilà une série de Camille sur les grandes personnalités historiques noires du monde. Voilà, je pense que la série a été acquise par l'Institut français. Voilà. On reconnaît Joséphine Baker, Nelson Mandela, Desmond Tutu, sud-africain. Voilà Camille devant son travail. Alors, Félix Agbokou, qui fait partie aussi de l'école de Lomé. Alors, un artiste qui est aujourd'hui en très grande difficulté, qui va exposer dans 3 semaines dans mon atelier. On lui consacre une exposition spéciale pour lui tendre une main confessionnelle, fraternelle, confraternelle et amicale, et patriotique et citoyenne, pour lui dire à quel point nous sommes reconnaissants du parcours qu'il a, malgré les arrêts, et que nous souhaitons qu'il revienne en meilleure forme. Voilà Félix Agbokou. Amivi Romao, qui est peintre de cette période. Amivi Romao est une femme, absolument, qui a fait une série sur les femmes en groupe. Voilà. Alors, donc, quelques figures des années 2000. Hein. 2000, il y en a beaucoup. Je fais partie moi-même de ce lot. Koukov, que j'ai vu dans la salle, on va voir son œuvre tout à l'heure. Quelques autres, la liste est longue, les années 2000. Comme c'est ma génération, la liste est un peu plus longue que les autres. je les connais mieux. Vas-y. Voilà le travail de Koukov. Koukov aime beaucoup la matière. On s'arrête un peu aussi sur cet artiste qui aime la matière, qui aime de plus en plus les grandes dimensions. De la fibre végétale, c'est sa matière de base, matériau même essentiel dans son travail. Donc voilà, Koukov. Dodi Efui, plus jeune, mais un artiste intéressant que j'ai exposé aussi il y a quelques années en tant que curateur. Et là, c'est ses dernières réalisations, Dodi Efui. Banabé Salah, un des fils Salah dont on a parlé du père. Jean Koumi, alors, qui est rentré il n'y a pas longtemps de France, qui a fait une partie de sa carrière, qui est rentré ici, vous allez chez Koumi, sa maison, c'est son univers. Tout est Koumi, des murs, les façades, les portes, il y a du Koumi partout. Donc, je vous invite à faire un tour chez lui. C'est tout un personnage qui vit dans un univers qui lui est propre. De Belgique. Ah, de Belgique, absolument. Alors, Christophe Lagbo. Alors, cette jeune dame qui vit en France depuis quelque temps et qui manque beaucoup à la scène togolaise ici, je l'ai rencontrée en revenant des Beaux-Arts. Voilà une dame qui est en Zem qui dit « Monsieur Cham, à l'époque je me faisais appeler Cham, et je m'arrête, il dit « C'est vous, il faut venir voir mon travail. » Donc je suis allé voir son travail, c'était pas ce qu'elle faisait à l'époque. Et puis, dans une exposition à la francophonie, Regarde, s'en souvient, on l'a exposé avec d'autres artistes. Et quand j'ai revu Christelle, c'est une autre expression picturale, une autre proposition forte avec des visages dont j'avais fait l'acquisition pour M. Kodjo, en très grand format, donc qui aujourd'hui continue son travail. Elle fait une phrase que j'ai beaucoup aimée, que je donne souvent aux jeunes artistes. Elle dit que elle a dit en mina, je ne sais pas trop traduire, quand tu montres à l'art que tu n'as que lui, j'essaie de traduire. Après, je dirai Mina. L'art, c'est te le rendre. L'art ne te laisse pas mourir de faim. Quand tu montres à l'art que tu n'as que ça, que tu te voues à l'art, corps et âme, tu ne peux pas mourir de faim. Pour mieux traduire. Né au sort d'Okeo.
Sona Nutata Mategbleurador. Voilà. Et donc, ça là, je donne souvent cette citation aux jeunes. C'est vrai que la condition de l'artiste est tellement difficile qu'on est partout sur la planète. On est souvent tenté d'aller chercher un autre travail. Et je me souviens, pour dire les bonnes choses qui sont aussi l'œuvre de la France. Tout jeune étudiant, j'ai fini mes études. Tous mes camarades commençaient à chercher, il faut justifier, un motif pour rester sur le territoire. Si ce n'est pas les études, il faut trouver un travail pour pouvoir renouveler ses papiers. Donc tous mes camarades commençaient à chercher soit enseignants, soit ceci, soit cela, pour aller justifier de leur présence. Donc je me dis non, moi je ne vais pas faire ça. Je suis allé à la préfecture avec des photos de mes œuvres. Je vois le policier devant moi, il dit, bon, j'ai fini mes études, je vais rester un peu, je vais partir chez moi, mais je vais rester un peu. Je vais renouveler ma carte, prendre une carte de résident. Il dit, mais vous avez un travail? J'ai dit non, par essence, j'ai un travail, je suis formé pour un travail, mais c'est un travail qui n'est pas formel, je suis artiste. Voilà ce que je fais. Est-ce que vous estimez que ça peut me faire vivre? Je vous laisse juger. Ici, je vous dis que ce n'est pas facile, mais que voilà notre métier, c'est comme ça que ça se fait. Le monsieur s'est levé, donnez-moi 2 secondes, il s'est levé. Au bout de 30 minutes, il est revenu, donnez-moi votre passeport. Il a fait, oui, je suis parti avec ma carte résident. Voilà. Ça aussi, c'est la France. Hein? Ça ne marche peut-être pas à chaque fois. Non, mais je pense que, oui, c'est sûr, ça ne marcherait pas à chaque fois. Je pense qu'il a été aussi surpris par la démarche. Mais, oui, mais c'est ça. Mais la preuve, j'ai eu cette carte de résidence et avec ça, je suis rentré au Togo, je ne suis plus jamais reparti. Je l'ai vu s'éteindre la carte devant moi. Je ne suis plus jamais reparti. Voilà. Christophe Flagbo. Toujours Christophe Flagbo. Et moi-même, une petite parenthèse. Vas-y, moi-même, petite parenthèse. Alors, une génération actuelle. Il y a un artiste que j'aime énormément dans cette génération, c'est Jerry Orlando. Jerry Orlando, qui est polyvalent, pluridisciplinaire. Il expose actuellement à l'Institut français. C'est une sortie de résidence. Oui, voilà, une sortie de résidence, une institution, mais qu'il a partagé avec Folie 13, que j'ai vu quelque part aussi. Voilà. Alors, j'ai une affection particulière pour le travail de Jerry Orlando, autant sa démarche conceptuelle que son travail pictural, autant peinture que photo. Vas-y. Voilà le travail de Jerry. Oh, il est là, s'il veut commenter. C'est une photographie. Voilà. Il est là, s'il veut commenter. Oui. Non, il ne souhaite pas commenter. On y va. C'est une photo, ça. Oui, c'est une photo. Ouais. Toujours Jerry Orlando. Voilà. Donc, si ça, il a suscité l'intérêt, il est là, allez le voir. Serge Anoumou, un autre registre. C'est du volume, hein, c'est de la sculpture. Donc, avec du tissu, de la colle. Il fait des choses très intéressantes, Serge Anoumou. Voilà. Yasmine Yerima. T'esprit. Thierry Tometti, qui expose actuellement à mon atelier. Wodi Yao, qui est photographe. Et ensuite, maintenant, quelques figures de la diaspora. Vous les connaissez peut-être, hein, dont Ferdinand, dont tu as parlé. Ferdinand Makouvia, Sadikou, vas-y. On va voir quelques œuvres. Voilà, Ferdinand Makouvia. Sa dernière exposition, hein, qui est actuellement en cours. Sadikou Pedjo, qui vit à Abidjan, qui est l'un des artistes les plus connus, artistes togolais les plus connus sur la scène internationale. Sadikou. Oui. Kodjovi Olympio, qui a été révélé, hein, au Togolais par France 2, qui a fait un petit document sur lui. Donc, c'est comme ça qu'on l'a connu au Togo. Il vit aux États-Unis, Kodjovi Olympio. Cléa Pénouvon, qui vit en France, qui est actuellement en exposition, je pense, à Londres, dans le sens de 1,54. Afinayo, oui, qui est une femme. Yao Mechoko, qui est en France aussi. Kossi Omao en France. Clément Gbegno, qui est à Abidjan. En France maintenant. Ah, il est en France?
Voilà, il est présentement en France, absolument. À Nantes pour 2 ans. Voilà, il est à Nantes pour 2 ans, voilà, Clément Gbegnon, et Kwame Dacosta qui est actuellement chez Pascal Omet, en résidence. Alors, la dernière partie de cette causerie, alors, quelques-uns des artistes qui ont un rapport immédiat et direct, essentiel avec le bois, ici au Togo. Paul Ayi, évidemment, mais on ne va plus revenir là-dessus. Gustave Dionda, cette exposition a eu lieu ici, c'est des grands formats, hein, a eu lieu ici à l'Institut français. C'est ça. Qui a un rapport vraiment direct, voilà encore Gustave Dionda. 2 pièces de tête de Gustave Dionda, qui commence à mettre des perles dans son travail. Enfin, il ne commence pas, il le faisait déjà depuis longtemps, mais ça prend de plus en plus de place. Tessi Kodjovi, Kosivi Tessi. Donc, Atisogora, naturellement. Et alors, le tout dernier, Arrêt, Kossi-Yasu, qui a une influence vraiment forte sur la création artistique au Togo. Kossi-Yasu, 1958, congénère de Paul Ayi, son principal challenger. D'ailleurs, ami, on peut dire ça, non? Donc, et qui aujourd'hui a exercé une emprise qu'on n'a pas encore évaluée sur l'art contemporain au Togo. Il a été formé aux Beaux-Arts d'Abidjan et il est revenu avec un travail presque frontal, essentiel, intime, un rapport spécial avec le bois. Voilà, qu'il utilise, qu'il patine, dans une vocation très, très endogène, conceptuellement endogène et culturellement endogène. Voilà. C'est ce qu'il appelait les poteaux mi-temps. Les poteaux mi-temps. C'est pas au sol? Oui, c'est au sol. Non, c'est au sol. Ah, ouais. Et puis, leur version qu'il a exposée au Centre culturel français de l'époque. Voilà. Merci. Merci à toi. Voilà. On ne peut pas faire tout le monde. Je m'excuse si j'ai oublié des gens. Je vois des têtes que j'ai oubliées. Je demande pardon. On ne peut pas faire tout le monde, mais l'essentiel est là. Les grands courants qui ont traversé la création artistique au Togo sont là. Les personnalités fortes qui l'ont dominé, qui l'ont forgé, qui l'ont façonné, ont été citées, ou qui continuent d'ailleurs de le forger. Retenons Paul Ayi, son influence majeure, presque permanente jusqu'à aujourd'hui, et tout ce que nous lui devons. Je rêve d'une très, très grande rétrospective sur l'œuvre et le parcours de Paul Ayi, où l'État met les moyens, rassemble les expertises les plus pointues au Togo, en Afrique et dans le monde, pour évaluer le parcours de ce monsieur et toute sa contribution, non seulement au Togo, non seulement en Afrique, mais à l'humanité. Merci. Merci. On va dire qu'on va prendre des contributions, questions. Ah. Je vais souhaiter qu'il y ait les artistes présents prennent déjà la parole dans un premier temps, s'ils le veulent bien. S'ils ne vont pas, c'est bon. Vous demandez juste la parole, je vous la donne. Bonsoir, je suis Ida Fiadjo, je voudrais féliciter le conférencier. J'ai entendu dire qu'il y a des artistes qui sont complètement méconnus de la période avant Paul Ayi. Ouais. Est-ce que vos recherches vous ont amené à l'extérieur du Togo pour savoir si ces artistes-là n'étaient pas connus dans d'autres pays africains, européens, enfin, sur les 5 continents? Est-ce que vous avez fait des recherches? Voilà, merci. Oui. C'est une très bonne question, parce que certains ont effectivement fait l'extérieur, ne serait-ce que les pays autour de nous, mais après avoir eu leur nom, ça fait un moment que je suis en train de réfléchir sur comment réveiller l'histoire de ces gens. On n'a pas d'informations. On ne connaît pas leurs descendants. On n'a pas les noms même complets. On a quelques bribes de noms, quelques bribes d'informations très incertaines autour d'eux. Est-ce qu'ils ont eu une carrière à l'extérieur, des œuvres qui, sans doute, peut-être même de la période coloniale. Ce matin, je me disais que ce serait peut-être temps
d'attirer l'attention du gouvernement, puisque le gouvernement est dans une dynamique de demander la restitution des œuvres qui sont en Allemagne, avec une bonne volonté des Allemands de les restituer, m'a-t-on dit. Donc, ce serait le temps de leur dire d'avoir une attention particulière sur ces artistes, parce qu'on ne pense, quand on dit institution, on pense toujours objets, sculptures, on pense archives de plus en plus, archives, photos, textes et tout ça, mais on ne pense pas peinture, dessin. Donc, ce serait peut-être, en tout cas, c'est important d'attirer leur attention là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez oublié certaines personnes que vous avez vues dans la salle. N'est-ce pas l'opportunité de prévoir une conférence, de prévoir aussi une cartographie de tous vos contemporains et de voir comment est-ce qu'ils évoluent, de mettre déjà une base de données qui permette de recenser tous les contemporains et de voir leur évolution et de leur dire bravo au fur et à mesure. Oui, c'est sûr, mais c'est un travail qui appartient surtout à l'État, au ministère de la Culture, de mettre les moyens, de recruter les experts. Je pense à Manouchka Shams, qui est là, qui a fait une première exposition remarquée. Donc, c'est au ministère de la Culture de faire ce travail essentiel de cartographie de la création, même d'histoire de l'art, de recruter des gens pour réfléchir à toutes les phases dont on a parlé aujourd'hui, ce qui est un travail préalable à une vraie dynamique ensuite, donc de reconnaissance. Voilà. Et s'il ne le fait pas? On fera à échelle humaine ce qu'on fait déjà un peu à échelle humaine, parce qu'il faut de gros moyens pour ça. Alors, n'oubliez pas Pascal Lemaitre qui est là, qui nous visite. Vous avez des questions à lui poser avec 15 ans. 8 étudiants des Beaux-Arts de Paris qui sont avec nous, qui visitent l'Afrique pour la première fois. Et donc, si vous avez des questions à leur adresser, qui sont à la base bois, mais avec des profils transversaux, qui ne sont pas forcément des sculpteurs, mais photographes et d'autres. Donc, vous avez des questions à leur adresser. Ils sont là, c'est intéressant de les entendre aussi. Je veux aider notre ami Eric, un ami. Le Togo a eu les 3 colonisateurs en moins de 100 ans. Oui. Les Allemands, les Britanniques, les Anglais, eux on les oublie, et les Français. Ah, oui. Donc, nos artistes ont ces préférences-là. Certains ont pris le chemin de l'Allemagne, d'autres Accra, Londres ou États-Unis. C'est ça. Et toi, tu représentes la branche française. Oui. Donc, il faut ratisser l'âge. Et là, il faut demander beaucoup d'argent. Oui, il faut des moyens, absolument. Il faut des moyens. Or, nous, on a grandi. J'ai fait l'école primaire avec Jimmy Hope. Beaucoup, on ne les connaît pas. Et puis, le changement de régime a fait que le pays est divisé en deux, le sud et le nord. Et ce n'est pas la même sensibilité artistique. Et ça a poussé aussi beaucoup des anciens à l'exode. Donc, il faut demander beaucoup de moyens et chercher les 3 périodes ça. dans la colonisation togolaise. Absolument, Merci. absolument, tu as raison. Je voulais juste profiter de la proximité. Ah, d'accord. Aïko Adama, je suis critique d'art. J'avoue que c'est la première fois qu'il y a quand même une présentation sur toute la ligne parlant de l'art au Togo. Là, je te dis bravo pour le travail qui n'est pas aussi facile que ça parce que c'est éclectique et quelque part le mérite te revient, quoi. Je me suis dit mais ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'énergie parce que c'est pas facile. Bon, j'aimerais juste attirer votre attention sur quelqu'un dont on ne parle pas très souvent. Avant Paul Haï, et j'aimerais parler de Hubert Ponton. Oui, absolument. Ouais, Hubert Ponton, il paraît qu'il avait même fait peut-être un stage aux Beaux-Arts de Paris à l'époque avec David Ananou. Il avait même exposé à Paris. Et lui, il était pratiquement le tout premier collectionneur parce qu'il avait collectionné des œuvres. Et le Musée national aujourd'hui, justement, est constitué pratiquement 80% de sa propre collection. Et il fut même le
premier conservateur. Absolument. Oui. Donc, bon, c'est juste. Non, tu fais bien de le dire. Oui, oui, tu fais bien de le dire. Aussi oui. important. Donc, c'est un rappel important. Et tout comme vous avez évoqué le Christ, une image qui m'a beaucoup plu par rapport à Paul Haï. Hubert Ponton mérite quand même d'être souligné. Absolument. Voilà. Merci. Merci. Prochaine intervention. Oui. Vous présentez et alors, bonsoir. Je m'appelle Tino Zogodo. Je suis artiste dessinateur. Et je fais partie de la nouvelle génération, en fait. Je peux dire humblement que je félicite M. Eric pour ce qu'il vient de faire. Honnêtement, je ne connaissais pas ces doyens, ces monsieur. Moi, j'ai connu M. Sokedor en 2021 via la page Facebook. Je ne sais pas si ce que je vais dire va blesser quelqu'un, mais je pense humblement qu'il est temps que les doyens puissent approcher le ministère, si possible, pour qu'on cherche les œuvres de ces messieurs, nos papas, nos grands-papas, pour que nous, les nouvelles générations, on puisse de temps en temps aller voir ce qu'ils ont fait comme travail. Moi, j'ai vu les œuvres de M. Sokedor à l'hôtel de Frévier. Je me suis dit, il y a des écritures qui m'ont existé toi. Voilà. Moi, je suis dessinateur. J'utilise simplement le crayon. Aujourd'hui, j'ai appris que M. Paul Haï utilise des pastels que j'utilise, ça fait banalement 5 ou bien 6 mois. Sur du papier, bien sûr. Si humblement, nos papas, nos grands-papas, nos doyens peuvent aller, je ne sais pas comment ça va se faire, je suis un enfant parmi vous, mais si on pourrait avoir une galerie quelque part, un musée quelque part, où la nouvelle génération peut aller de temps en temps aller voir. Parce que c'est bien de présenter les œuvres. Ce qui est sûr et certain, il y a des œuvres qui sont dans des familles qu'on ne connaît pas. Peut-être dans des tiroirs, peut-être sous un lit, comme le grand frère, dont on faisait tout dernièrement appel à l'aide. Ça va étonner quelqu'un, mais 50 ans après, 60 ans après, on va parler de nous. Et ceux qui vont nous suivre vont parler de qui? Parce qu'il faut commencer quelque part. Monsieur Tino, je voudrais que vous soyez un peu plus bref. Je pense qu'on a compris l'esprit de... On a saisi l'esprit de votre intervention. Merci beaucoup. Alors, juste pour rappeler qu'en fait, que le monsieur Eric Konanou avait déjà évoqué la question. Il nous invitait d'ailleurs, que ça doit être un travail collectif, à aller chercher, comment on dit, à débroussailler, à se renseigner, visiter les ateliers des doyens, aller vers pour s'enrichir. Donc, je pense que ça doit être un travail collectif. Je ne sais pas s'il y a un mot à ajouter. Oui, c'est important cette partie de la chose. C'est un travail collectif, mais le cadre revient à l'État. Le cadre d'épanouissement revient à l'État. À ma dernière exposition, Madame le Premier ministre est venue visiter. J'ai eu l'occasion de revenir sur la question des lieux d'exposition. En insistant là-dessus, elle s'est montrée attentionnée. C'est pour dire que les aînés essayent quand même de poser les questions et d'obtenir des réponses. Alors, ce n'est pas que les aînés. Il faut continuer d'insister pour que nous puissions avoir, quand Tino parle de galerie, c'est plutôt du relève des privés, c'est plutôt une question qui vient au privé. Il y a eu quelques tentatives de galeries ici au Togo, d'abord pas des amis français, je pense à Alain Fassier, je pense à Michel Brunet. Ensuite, d'autres, les Togolais, ont essayé. Je pense à la dame qui vit en Belgique, j'oublie, Sandra Agbessi, qui a fait une galerie laboratoire au niveau de la caisse. Toutes les galeries ont fermé pour une simple question, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché.
Les charges sont là, les charges n'attendent pas, et quand on ne vend pas, on finit par fermer. Donc il faut imaginer d'autres moyens, et sans le concours de l'État, c'est impossible. Aujourd'hui, quand j'ai fait une adresse publique, une lettre ouverte, qui a été publiée dans les journaux, en demandant justement à ce qu'il y ait des réformes au niveau du ministère de la Culture, sur ce qu'on appelait le fonds d'aide à la culture, qui devient un fonds de promotion culturelle, que ces réformes-là puissent permettre à ce que les entreprises culturelles soient défiscalisées sur une longue période, parce que c'est des entreprises qui n'ont pas accès à la rentabilité qu'on attend d'une entreprise classique. Donc, il faut les soutenir. Si on n'a pas d'argent à leur remettre, il faut les soulager de la fiscalité. Que les artistes qui ont des commandes soient défiscalisés aussi sur une longue période. Donc, c'est des contributions qu'on fait, soit directement, soit par interpellation à travers les médias, les réseaux sociaux, les médias classiques, qu'on fait régulièrement. Il faut continuer jusqu'à obtenir des résultats. Et ce n'est pas un travail des aînés, mais c'est aussi votre travail de tous concourir à obtenir des résultats, parce que cela relève aussi de la conscience de l'État de permettre aux artistes d'exister. Et l'État, ce n'est pas le gouvernement, l'État, c'est chacun d'entre nous. Donc, permettre aux artistes d'exister, c'est nous permettre de faire le métier comme il le faut. Merci. J'ai entendu dans ces questions l'appel à la création d'un musée. Oui, qui est essentiel. De référence pour les étudiants. Qui est essentiel. Oui. La question de la création du musée est en chantier. Oui, c'est ça. C'est pas encore abouti, il y a une discussion. Et aussi, il y a un appel qui devrait aller au niveau de l'université. Voilà une université qui est atypique dans la sous-région, où la place de l'art est tellement étroite. Elle était inexistante il y a pas longtemps. Certains acteurs internes ont fait en sorte que ça puisse commencer à s'ouvrir à l'art, mais c'est encore tellement timide. C'est atypique dans la sous-région. C'est la seule université en Afrique de l'Ouest où la place de l'art est tellement faible, étroite, à l'image de la société d'ailleurs, à l'image de la société, y compris de l'élite. Je donne souvent, quand j'enseignais à l'université, je donne souvent cet exemple, que je suis convaincu que si on prend une belle voiture 4x4 et qu'on met la Joconde à l'arrière, l'original à l'arrière, et qu'on oublie volontairement la voiture en marche en sortant, et qu'il y a 4 voleurs qui viennent, ou 3, ils prennent leur place et qu'ils se disent, mais qu'est-ce que ce truc-là fait là? Ils vont forcément sortir la Joconde, le mettre et démarrer avec la voiture. C'est ma façon à chaque fois quand j'enseignais, ma façon d'introduire l'art. Pour montrer à quel point c'est un objet qui est dérisoire dans notre société. Pourtant, si vivant artistiquement, notre société si vivante, artistiquement et historiquement, il y a un truc à rattraper à ce niveau, puisque l'art est tellement imprégné dans notre quotidien qu'on n'a plus forcément le recul, même pas l'éducation, de prendre cet objet, cette façon de vivre, d'être, c'est les artistes comme étant des êtres qui apportent une contribution à la société. Et cela est essentiel à rattraper. Merci. Oui. Alors, monsieur... C'est pour répondre à mon jeune frère qui nous a interpellé tout à l'heure. Moi, quand j'avais commencé là en 70, j'allais visiter les ateliers et je posais des questions à mes aînés. Polaï, Salah, Aboli, et d'autres l'interprétaient comme je venais voler un peu leur talent. Après, j'ai arrêté aussi parce que je ne veux pas les embêter. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas les jeunes chez moi qui ne viennent pas. Bon, c'est que personne, ils ne sont pas curieux. Je les comprends. Peut-être qu'ils n'ont pas encore conscience à ce qu'ils abordent, parce que là, c'est quelque chose d'engagé, quoi, tu vois, c'est de sincère, vraiment. Et puis, au niveau de non-reconnaissance de certains artistes, je pense que je rejoins Eric, c'est à l'État de construire un musée et de nous collectionner et de faire le repérage. Là, il a parlé de Loco que je connais en Allemagne, qui a fait beaucoup d'œuvres fabuleuses, des sculptures. Il est dans le musée de Duisbourg, il est bien reconnu en Allemagne, mais on n'a pas vu ses œuvres, ses photos. Donc si l'État même ignore ces artistes, je ne sais pas qui va le faire. Et là, c'est un danger pour nos jeunes générations qui nous suivent,
On ne sait pas là où ça va atterrir, leurs œuvres, en France, en Allemagne, aux États-Unis, et le Togo n'aura rien. Nos responsables politiques n'y rêvent même pas. Quand on les approche, on dirait qu'on a affaire à des bêtes sauvages qui ne comprennent rien à l'art. On leur parle de construire des musées depuis des décennies. J'ai écrit au ministère de la Culture de prendre un bâtiment à la plage pour faire juste un musée et que tous les artistes vont donner juste une œuvre. Ils n'ont même pas censé me répondre et c'est déplorable. J'encourage les jeunes générations de continuer comme nous. On va périr comme Paul Haï, sans reconnaissance. Et vous, luttez pour demander d'espace, de culture, de théâtre et de trucs. Engagez-vous. Merci. D'accord. Merci d'abord au grand frère et au conférencier. Oui, moi c'est Franck Colani. Je suis président des artistes de l'Université de Lomé. Voilà, l'association des artistes de l'Université de Lomé. Moi, je vais aller avec le thème l'art contemporain au Togo, des années 60 à nos jours. Donc, nous sommes en train de parler d'une époque qui est passée jusqu'à aujourd'hui. Ma question, quel est l'avenir de l'art contemporain au Togo? Quel est l'avenir? Parce que après vous, il faudrait qu'on parle de nous aussi. Vous voyez? Et si aujourd'hui, je vois que nous sommes beaucoup plus dans l'esthétique, nous avons quitté le spirituel de l'art et nous sommes beaucoup plus dans l'esthétique, orner ou embellir. Voilà. Est-ce que ça va toujours garder, 50 ans après, ça va toujours garder la même force qu'à l'art hier et aujourd'hui? Parce que disons qu'aujourd'hui, c'est pas encore fini, c'est pas encore mort. Vous voyez un peu, c'est ma question. Merci beaucoup. Mais sur la dernière partie de sa question, je pense que c'est ça qui donne toute sa nécessité à une école de restauration qui fait partie de la chaîne de l'art, c'est-à-dire de redonner vie aux œuvres qui sont en souffrance, soit par le temps, soit par l'homme. Cette partie, on n'est pas encore là, on n'a pas d'école de beaux-arts ici au Togo, en sorte que quand on veut se faire former, soit on va à Abidjan, qui est un espace francophone, la ville la plus immédiate, la plus proche de nous, ou alors on va directement en France ou ailleurs. Donc, il faut une école de restauration, école pas forcément dans le sens occidental du terme, mais dans le sens peut-être aussi une sorte d'atelier dans le sens africain du terme. Donc, mais en tout cas, il faut une école, puisque c'est le nom qui convient dans tous les cas, de restauration. Voilà qui est dit. Maintenant, quel avenir aura l'art contemporain togolais? Je pense que l'avenir est en train de se dessiner. Il appartient à tous ceux qui sont là. Et puis, on a des amis qui concourent à cela. Et leur présence aussi, c'est aussi une manière de signaler leur présence dans un centre de brassage, de rencontre entre humains. Mais pour ce qui n'est pas qui nous revient ici au Togo, la création continue. Je pense que nous sommes à une période particulièrement riche de la création artistique au Togo. Et puis, une période qui a quand même quelques caractéristiques qu'il n'y avait pas avant. De plus en plus jeunes sont les artistes et de plus en plus femmes sont les profils. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui ressemble à notre époque. Et les gens sont en train aussi de se diversifier. Il y a la vidéo, il y a la photo, c'est des gens qui s'installent ici chez nous. Alors, je dis souvent à un jeune qui est venu à mon atelier, je lui ai dit, il dit, il veut une galerie. Je dis, il n'y en a pas. Par contre, tu as une galerie. C'est les murs de ta maison. Ça, c'est une galerie. Les murs extérieurs et intérieurs de ta maison, c'est ta meilleure galerie. Qu'est-ce que tu vas chercher d'autre? Il n'y en a pas. Moi, mon atelier, j'ai investi dedans. Je n'invite les gens je n'appelle les gens que sur invitation. C'est-à-dire, il y a une sensibilité entre nous. On peut venir faire acte d'exposition. Mais au-delà de cela, l'art peut être montré partout. Aujourd'hui, on a cette particularité
cette richesse des réseaux sociaux. C'est ce que disait tout à l'heure que les jeunes ne vont plus voir les anciens, ils n'en ont plus besoin. Quand nous, on était jeunes, on venait vous voir parce qu'on n'avait pas d'autre choix que de venir vous voir. Ça correspond à une période qui existait en France aussi. Mais aujourd'hui, ces jeunes peuvent te parler sur les réseaux sociaux, parler à Pascal Omet sur les réseaux sociaux, parler à Jeff Koons, parler à qui ils veulent sur les réseaux sociaux. Donc, de manière directe, les collectionneurs, les galeries sont là. Donc, ils n'en ont plus vraiment besoin, même si c'est nécessaire de garder ce lien entre les générations, même si c'est vital et nécessaire de le garder, ne serait-ce que pour la richesse sociale de la chose. Donc, cet avenir appartient à chacun d'entre nous, hommes ou femmes, jeunes ou adultes, de contribuer à son échelle à une dynamique collective. Donc, ça se joue à notre échelle, à nous tous. Merci. Alors, nous passer la parole au prochain monsieur Eric, on a nous parlé tout à l'heure de la création qui est de plus en plus femme. Je veux juste signaler dans la salle, j'ai vu Elotodé, qui peut juste peut-être lever la main pour qu'on identifie. Manouchka, Ayawa. Oui. Je sais pas s'il y a d'autres que je n'ai pas. Bon, on va peut-être donner la parole au prochain. Alors, moi, je suis pas artiste. Je représente quand même Pétérou Anoumou. J'ai été invité par Monsieur Latermouzou. L'art au Togo. Je n'aimerais pas être à la place d'aucun d'entre vous ici. Parce que vraiment, au bout de 60 ans, quand on sillonne le spectre, Paul Aïe, moi je l'ai connu, personnellement. Et en cours de route, j'ai connu M. Soké, j'ai connu Orlando. À part eux, récemment, Koumi. Même M. Eric Wananou, je ne connais pas. Non. Mais dans les slides, j'ai eu des travaux remarquables. Et les gars font un travail monumental. Mais est-ce que c'est apprécié? Est-ce que j'ai la sensibilité? Est-ce que moi j'ai la sensibilité d'apprécier une œuvre d'art? Est-ce que j'ai ce flair? Est-ce que la plupart des Togolais savent qu'une œuvre d'art dans une chambre, dans un salon, ce que ça représente? Est-ce que les Togolais savent qu'une œuvre d'art peut être un patrimoine? Est-ce qu'on sait qu'une œuvre d'art peut être cotée en bourse? Non, on ne sait pas. Pourquoi? À qui la faute? Que faire pour y remédier? Il y a certainement ce travail collectif que tous les artistes doivent faire, des aider jusqu'aux plus jeunes, initier une certaine synergie, travailler ensemble, parce qu'il y a un adage russe qui dit, si je me rappelle bien, le requin qui ne nage pas se noie. Alors, soit vous travaillez, sans nécessairement vouloir vivre de façon aisée de votre art, ça veut dire que vous devenez quoi? Des sacrifices pour votre art. Et que les générations à venir puissent vraiment apprécier la chose et comprendre la portée de l'art dans la vie culturelle d'une nation. Après cela, j'ai une question pour tous les artistes. Ne pensez-vous pas que initier une chaîne de télévision sur le plan national, où vous allez développer peut-être des films documentaires, des émissions, vos exposés, vos ateliers, vos résidences, et le relayer sur cette chaîne de télévision, ou par exemple monter les critiques d'art, les curateurs qui viennent sur cette chaîne de télévision, expliquer un peu, se rapprocher des élèves, des enfants, initier l'art dès le bas âge. Je pense que c'est juste une question, hein, une petite contribution à la chose. Et voilà un peu ce que je veux ajouter. Et la question est pour la télévision. Bon, il y a tellement de richesse dans la contribution qu'on va s'en tenir à la question. Pour y répondre, presque tout est déjà fait. Tout ce que vous dites est déjà engagé depuis tellement longtemps qu'il faut continuer en réalité à porter l'art
Mais je retiens un élément important de votre intervention qui, selon moi, est la démarche absolue. C'est d'aller vers les plus petits, au plus bas des âges, et commencer la sensibilisation à ce niveau. Et c'est ce que la Fondation Zinsou a fait au Bénin. Aujourd'hui, ils ont commencé il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, ces enfants, on n'a plus besoin d'aller les chercher. Mais je vous dis concrètement que le premier frein à cela, quand on fait une exposition, on va voir une école pour l'inviter et à travers elle, inviter les élèves. Tout de suite, la question qu'on vous pose, c'est la question du déplacement. Comment on vient? L'artiste n'a pas les moyens. Donc voilà le premier frein. L'école n'a pas les moyens non plus. Alors, pour régler cette histoire, la Fondation Zinsou, qui, elle, avait les moyens, a acheté un bus, 2 bus, et allait elle-même chercher les enfants de la maternelle au cours primaire. Aujourd'hui, on ne va plus les chercher, ils vont seuls. Mais où trouver le bus, nous, pour aller les chercher? Toute la question est là. On sait qu'il faut aller les chercher. On fait les démarches, on va vers les écoles. Mais voilà le canal qui bloque. La question est là. Encore une fois, c'est une affaire de moyens. De moyens de tous. Voilà, de contribution. Oui. Votre problématique togolaise, vous savez, j'ai l'impression qu'elle est exactement la même partout. C'est ça. Être un artiste chez nous, mis à part les 20 stars qui font le tour du monde, c'est très très difficile. On forme 650 étudiants à l'école. Si dedans il y en a une trentaine qui en vivent un jour, c'est déjà beau. Les autres n'auront pas perdu leur temps, mais je pense que... et puis, on en parlait d'ailleurs avec Eric tout à l'heure, qui va vraiment voir un musée, même à Paris. C'est en proportion, je sais pas si... j'ai l'impression que c'est la même chose, on a le même problème, et avec les enfants également. On a quelques cours d'art plastique à l'école, mais qui sont assez dérisoires, et en effet, je pense que on peut se poser exactement la même question chez nous, même si on a peut-être un peu plus de moyens, quoique c'est pas en train de s'arranger. Mais... Voilà. Oui. Dans l'idée de base, Nico, je suis d'accord avec toi, je pense que l'échelle est tellement différente entre la France et le Togo qu'on ne peut même pas établir un parallèle ou une comparaison, je pense. Non, l'échelle n'est pas la même, c'est évident. C'est ça, l'échelle n'est pas la même du tout. C'est vrai. On peut, non, ça c'est indiscutable. L'échelle existe. Merci. Alors, on a encore... Mais il y a une vie ici artistique. Oui. Donc, elle existe. Elle existe, elle est là. Elle est là. Mais un peu dans le cercle restreint. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Oui, absolument. Je comprends ton propos. Madame Kadjo, aucune femme n'a parlé, donc je voudrais qu'on termine avec une femme. Comme Amisha s'est portée volontaire, on terminera avec elle. Alors merci. Je remercie les intervenants pour leur présentation. Oui. Je suis Enyamsou, je suis artiste. Ok. Je remercie les intervenants pour leur présentation. Alors, dans son développement, Eric Wonano a mentionné le fait qu'il y avait des galeries qui ont fermé parce que le marché était presque inexistant. Mais chose paradoxale, je remarque qu'il y a des générations d'artistes qui se sont affirmés avant 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ce que je me demande, comment est-ce qu'ils font pour continuer? Oui, bonne question. Deuxième chose, étant donné que le problème est là et nous en avons pris conscience, quels sont les leviers que vous pensez qu'on peut créer et activer pour pouvoir avoir un marché qui puisse porter l'art? Ok, donc, question, les espaces, comment est-ce qu'on fait? Oui, comment les artistes, c'est un parcours du combattant. Et je rejoins complètement Pascal quand il disait que c'est compliqué partout pour un artiste de pouvoir vivre de son art entièrement et complètement. Je le rejoins. Au Togo, c'est encore plus accru comme difficulté parce que il nous manque cette éducation qui consiste à un parent d'amener ses enfants à une exposition et en partant faire une petite acquisition à la taille de ses moyens parce que les prix ne sont pas forcément... Il y a une idée figée qui consiste à penser que les artistes sont chers. Aujourd'hui, on a presque toutes les palettes de prix possibles. Donc, une des manières possibles
À mon avis, la première, c'est d'aller visiter les expositions. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Les entrées sont gratuites. C'est le seul domaine, d'ailleurs, où les entrées ne sont pas payantes, dans le champ culturel. Les concerts, les entrées sont payantes. Le théâtre, c'est payant. Là, une exposition est le seul domaine au Togo, en tout cas un peu partout dans le monde, d'ailleurs, dans une certaine mesure, où les entrées sont gratuites, alors qu'il y a des coûts qui sont engagés. Voilà. Donc, l'autre moyen, c'est aussi de participer à faire vivre les artistes que de faire des acquisitions. Quelques acquisitions dans les ateliers, dans les expositions. Les prix sont possibles. On peut même les discuter. Ça s'adresse aux Togolais du bas en haut et de haut en bas en passant par les milieux. C'est possible pour tout le monde de faire l'acquisition d'une œuvre d'art, ne serait-ce qu'un dessin. Voilà. Ça aussi, ça contribue à quelque chose, de faire vivre les artistes, et ça contribue à développer l'intelligence émotionnelle au sein d'une famille. Alors, en dehors de cela, on a les entreprises qui doivent jouer pleinement leur rôle. Il y a des lois qui existent, qui devaient permettre aux artistes de profiter d'un certain pourcentage sur les travaux publics, qui ne sont pas forcément activés à chaque fois. Il appartient aussi à l'État, on a dit ça, mais les artistes ont du mal à vivre de leur talent, de leur métier, et on a eu l'occasion de le relever encore pendant et après la pandémie de Covid qu'on a connue, où on partait d'une situation dramatique à des situations grabataires. Donc, où on ne pouvait plus se relever. Beaucoup d'artistes sont arrêtés depuis Covid de faire de la création, parce qu'il fallait vivre. Quand on a fait les fameux Novici, qui a incarné les couches les plus vulnérables de la société, et qui consistait, pour expliquer à nos amis français, l'État avait mis ce mécanisme-là pendant le Covid, de donner quelques petits sous aux couches les plus vulnérables. Mais les artistes n'ont pas été dedans. Personne n'a pensé aux artistes comme étant une couche vulnérable. Or, ça faisait partie de la couche vulnérable. Et quand on a commencé à en parler, l'État a activé, le ministère de la Culture a activé un fonds d'aide à la culture spéciale qui n'avait plus la vocation de faire une sélection qualitative, mais de faire une sélection quantitative, qui permettait au ministère, pour le coup, de donner un peu de sous aux artistes. Et ça a été un rattrapage intéressant. Donc ça veut dire que quand nous parlons, c'est entendu. Ça peut être entendu en tout cas, qu'il faut continuer de parler, qu'il faut continuer de peser. Il y a une réforme qui est en cours maintenant du Fonds national de promotion culturelle. On a l'impression que les artistes ne sont pas concernés. Ce n'est pas quand ça va aboutir qu'il faut parler. C'est pendant que la réforme est en cours qu'il faut dire ce que nous attendons. Ne pas attendre que ça soit trop tard pour parler. C'est peser maintenant sur les décisions qui sont en cours. Donc c'est l'occasion de dire à tous les jeunes artistes ici, exprimez-vous, exprimez les besoins. Il y a un ministère qui est là, qui est un ministère de tutelle. Si vous n'avez pas les réponses, sachez où se trouve le ministère, allez voir le ministère et exprimez les besoins là-bas. Allez vers les entreprises. Et si ça ne suffit pas, prenez les réseaux sociaux, exprimez-vous. Donc aujourd'hui, un artiste ne doit plus mourir de faim, comme c'est trop souvent le cas, de retrouver des artistes dans des situations tellement difficiles. On a parlé de Félix Agokou, mais combien d'artistes sont morts dans le dénuement total dans ce pays? Même les phases de maladie étaient des phases insupportables, solitaires. Il faut arrêter avec cela. Et le seul mécanisme pour le faire, c'est d'abord d'adapter les lois aux besoins réels de nos situations et de donner les moyens à ces lois pour pouvoir régler les problèmes. J'ai oublié ta deuxième question. La première, c'était comment est-ce que les artistes faisaient pour être visibles, pour vivre de leur parcours du combattant. J'ai essayé de répondre. Voilà. La deuxième partie, c'était ce qu'on peut faire. Je pense que vous avez commencé. J'ai aussi brassé ça. Merci. Okay. On va donner la parole à Tisso Goha. Moi, c'est Tisso Goha, le sculpteur des géants. Parlez un peu plus fort, peut-être. Moi, c'est Tisso Goha, le sculpteur. Moi, c'est Tisso Goha, le sculpteur des géants. Merci à tout le monde. Et merci, M. Eric Onanou. Pour moi, l'art au Togo, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Parce que moi-même, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire, l'État togolais ne connaît pas vraiment ce qu'on est en train de faire. Il connaît que certaines parties de ce qu'on est en train de faire. Pour moi, personnellement. Et deuxième, faut pas que, c'est mon point de vue que je dis, faut pas que les doyens laissent les jeunes artistes de découvrir leur travail
rien que à l'exposition, d'aller à l'exposition voir leur travail simplement. De organiser ce genre de conférences chez eux à la maison, d'inviter les jeunes artistes, de parler entre eux. Parce que c'est très important. Le Togo n'est pas vraiment sur le marché, pour moi, hein, sur le marché comme les autres pays, comme Ghana ou Côte d'Ivoire. C'est différent. Je vois que le Togo est dans l'état brut qu'il est en train de, qui veut se construire bien, qu'il est en train de se construire petit à petit. Donc, c'est ce que moi je vois. Donc, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Atisso. On va passer la parole au monsieur. Présentation, question. Bonsoir. Je m'appelle Giovanni. Je suis artiste aussi. Je voulais poser une question par rapport au thème, en fait. Je voulais savoir quelle est la différence qui existe maintenant entre l'art contemporain de 1960 et l'art qui est là actuellement. L'art d'aujourd'hui est moins figé. C'est moins à goûter entre la peinture et la sculpture. C'est plus ouvert. C'est plus exposé, on va dire. C'est même plus exposé. C'est plus ouvert dans la fabrication de l'œuvre, de la conception du métier d'art. Parce que les jeunes, même si on n'a pas une école, ont aussi la possibilité aujourd'hui de se connecter avec les autres dans le monde, d'avoir sur YouTube des possibilités d'auto-formation, donc qui sont exploitées, qui sont réelles. On a aujourd'hui une palette de jeunes techniciens en photographie, en vidéo à Lomé, alors qu'on n'a pas d'école là-dessus, qui font un travail formidable. On a vu le travail de Jerry Orlando tout à l'heure. Il n'a jamais fait une école de photographie. Donc, c'est l'auto-formation, ça. Donc, c'est cela, la jeunesse, l'art contemporain d'aujourd'hui, une meilleure ouverture, une belle ouverture. Et maintenant, le seul lien qui ne change pas, c'est l'impact que ça a dans le mode de vie de l'artiste. C'est ce lien-là qui n'a pas bougé, qu'il faut que nous communions ensemble de manière à ce que l'artiste commence de plus en plus, de mieux en mieux, à vivre de son art. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Adedopo Kokwarmo. Mon nom d'artiste est RK. Je suis artiste, dessinateur, illustrateur et BDiste. Ma question en fait c'est par rapport à l'art contemporain, bien sûr pour nous les jeunes. Parce que aujourd'hui, comme vous le dites, que les jeunes ne vous approchent plus en fait. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous tous, on est plus tournés vers les réseaux sociaux et donc vers les travaux extérieurs, l'art du monde en fait, de la mondialisation. Vous ne trouvez pas que c'est un danger pour l'art africain en fait? Car si nous les jeunes aujourd'hui, on prend en compte l'art des autres, l'art de l'extérieur, de l'Occident, de l'Amérique, tout ça, pensez pas que l'art africain va juste disparaître? Ça dépend de toi. Oui, c'est ça. Ça dépend complètement de toi. Moi, j'ai croisé beaucoup d'artistes togolais. Il y en a qui sont, je vais peut-être vous choquer, mais qui sont devenus des bounty, avec beaucoup de respect, et d'autres qui ont, comme Atisso, qui sont Atisso. On s'appelle toutes les semaines, donc il est en communication avec l'Occident. Il a vécu en Suisse, il a vécu chez moi. Pour moi, il a un art parfaitement togolais. Il a gardé. D'ailleurs, il a tout un propos sur les racines. Vous avez d'ailleurs, ça c'est très très important. Kwame, qui est chez moi, me faisait écouter une chanson d'un artiste togolais qui disait vous nous avez coupé l'épi, vous nous avez coupé la tige, mais vous ne prendrez jamais les racines. Et je pense que c'est un chanteur togolais qui dit ça. Il donne une très bonne réponse à ta question. Prenez, justement, ce qui est génial, la technique aujourd'hui permet ça, c'est-à-dire que vous n'êtes plus enfermé. Imaginez, pour nous, c'est très facile. On veut venir au Togo, on va chez un voyagiste et on arrive au Togo. Pour vous, venir en France, je sais que c'est compliqué parce que j'ai fait des tas de démarches pour faire venir Atisso, pour faire venir Kwame. C'est très compliqué, ça marche jamais, les visas. Pour nous, c'est très facile. Donc, l'avantage de cette petite boîte que vous avez tous dans la poche, et nous aussi, vous permet d'avoir, sans pouvoir partir, je ne dis pas que c'est bien, hein, mais en tout cas, grâce à ça, vous avez une vision. Donc, prenez ce qui est bien pour vous, et faites-en votre miel, et ne perdez pas votre identité, mais vous avez tout pour ne pas la perdre. Donc, tu as ta propre réponse. La même chose. Non, on va arrêter. Daté, et puis, Bonsoir tout le monde.
J'aimerais dire merci au grand frère Eric pour la présentation. Je suis Daté Kodjo Amouzou, artiste plasticien togolais. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous, artistes aujourd'hui au Togo, on souffre beaucoup. Il y a trop de problèmes. C'est que quoi? On a faim. Il faut manger, il faut bien manger pour bien travailler, en fait. Sinon, l'esprit de la création n'arrive pas. Mais, oui. Et franchement, j'aimerais, sur toutes les chaînes, ou bien sur toutes, si on me donne une opportunité de parler, j'essaie toujours de dire qu'il faut que nos gouvernants, ou bien nous, en tant qu'artistes d'abord, qu'on essaye de relayer, de dire à la politique de pouvoir nous aider, de créer des espaces, de créer le moratoire, en fait, pour pouvoir entrer dans la population, pour pouvoir aider la population à connaître, à être en contact avec ce que nous faisons. Créer une galerie, par exemple, créer un musée, essayer d'essayer de sensibiliser les plus bas âges, depuis les écoles primaires jusqu'au lycée, pour pouvoir avoir un public assez averti pour l'art contemporain de demain que nous voulons faire évoluer au Togo. Mais bon, s'il te plaît, il faut quand même qu'on essaye encore une fois en tant qu'artiste, partout où nous allons, sur les chaînes, les deux radios ou bien de télévision, d'interpeller nos gouvernants sur nos légitimes préoccupations pour pouvoir qu'ils puissent enfin écouter ce que nous voulons de notre art contemporain togolais. Merci. Merci beaucoup, Daté. Juste avant de donner la parole à Manouchka pour terminer notre propos ce soir ou cet après-midi, je voulais rebondir sur la question de la faim. Je sais par exemple qu'en Côte d'Ivoire, Aboudia a vendu récemment un tableau à je ne sais plus combien de centaines de mille de livres. 300 millions de francs CFA. 300 millions de francs CFA. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des statistiques. Pour vous, c'est qui le plus grand vendeur Non, on n'a pas de chiffres officiels. Les choses se passent d'habitude derrière les portes des ateliers. Donc, on n'a pas les chiffres. Il y a des artistes togolais de plus en plus cotés. Ouais. Mais qui sont les artistes togolais les plus cotés sur le marché actuellement? Sur le marché actuellement, ils sont plutôt ils sont à l'extérieur. Je pense à Sadikou qui vit en Côte d'Ivoire, porté par la galerie Cécile Fakouri. Donc, il lui fait faire le tour du monde, même si ce n'est pas le plus visible de cette galerie, mais c'est un artiste qui est aujourd'hui exposé, qui a une cote. Je pense à Ferdinand Makouvia. Olympio. Oui, et quand je vis Olympio, Ferdinand Makouvia qui est en Europe, Olympio qui est aux États-Unis. Maintenant, ceux qui sont ici, on a à peu près 5 ou 6, peut-être une petite dizaine qui s'en sortent plus ou moins. Les prix, les cotes ne sont pas là, puisqu'on n'a aucun instrument pour les mesurer, mais qui s'en sortent. Il faut quand même dire que c'est uniquement par l'art que Soké, après ses études de philosophie, qui a quand même fait les 5 continents de la planète, a une maison à Lomé et à Gou, qui vit, bon, je ne sais pas un milliardaire, mais qui vit décemment et qui s'occupe de sa famille avec l'art, ici au Togo. Je ne suis pas non plus celui qui est le plus à plaindre. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément à plaindre. Maintenant, une carrière artistique, ce n'est pas que la création. C'est aussi tout un instrument de marketing, de communication derrière, autour. Une exposition, ce n'est pas comme accrocher des œuvres, c'est vendre une idée, c'est attirer des gens, c'est du marketing derrière. Donc, de fait, il faut tout un travail, toute une expertise et toute une connaissance autour de ces choses-là pour pouvoir arriver à commencer à vivre de son travail. Donc, penser que mettre une œuvre d'art sur un mur suffit pour vivre de l'art, c'est déjà un faux départ. D'accord. Voilà. On va terminer les discussions avec une femme, Manouchka Shams. Bonjour, je m'appelle Manouchka Shams et je suis déjà stressée à l'idée de clôturer la session. Mais déjà, j'ai une pensée particulière pour tous les profs de dessin de ce pays
qu'on a l'habitude dont on se moque généralement d'eux, parce qu'on dit que c'est eux qui animent la récréation de l'école. Quand c'est l'heure du dessin, on se moque, on prend tous nos aises en fait. Mais moi, j'ai très bons souvenirs parce que je me rappelle que c'était vraiment une heure que j'appréciais. Je voudrais remercier aussi mon père parce que c'est lui qui m'a initiée au dessin. Et ça, je peux dire aujourd'hui que l'art a changé ma vie, continue de changer ma vie, et j'espère vraiment continuer là-dessus. Je ne sais pas, pour revenir au thème, s'il y a des associations d'artistes, et quand je dis association, c'est mêlant les anciens et les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, sur la scène, on voit vraiment les jeunes sont très motivés. Il y a beaucoup d'artistes qui font beaucoup de choses. Et moi, je suis là, je vois les anciens, je suis admirative. Parfois, j'ai peur d'aller vers eux parce qu'on a l'impression parfois que certains sont intouchables, tellement ils sont grands, ils font de belles choses. Et on n'a qu'une envie, c'est d'aller les découvrir. Comment faire pour justement créer des endroits où les générations peuvent se retrouver et échanger sans qu'il y ait de tabou. Il y a une question aussi qui me taraude souvent, c'est pourquoi il y a un tel désintérêt de l'État pour l'art? Qu'est-ce qui cause ça, en fait? Malgré que vous alliez les voir, que vous alliez présenter des projets, expliquer la nécessité de créer des musées parce que c'est nécessaire pour la population, pourquoi il y a toujours ce désintérêt? Moi, je sais que mon exposition n'aurait pas pu marcher s'il n'y avait pas l'Institut qui était là pour me pousser, justement m'aider à faire tout ça, ainsi que des personnes qui ont cru à ce que je faisais. Et je trouve ça désolant, malheureusement. Et il faut vraiment qu'on puisse, peut-être à plusieurs, aller là-bas pour demander, puisque ça se fait au Bénin, au Ghana, on n'en parle pas du Nigeria. Pourquoi nous, on est les derniers de la classe à chaque fois? Après, par rapport à l'intervention de monsieur qui disait qu'on avait la même réalité en France et ici, par rapport aux difficultés, vous savez, quand je vais en France et que je passe devant des milliers de magasins d'art, j'ai la tête qui explose parce qu'il y a des peintures, des pinceaux, et nous, ici, on n'a pas ça. Pour trouver du matériel, c'est tout un casse-tête. Il faut aller au Ghana, il faut demander, peux-tu me ramener ça? Ça pèse lourd, les gens ne veulent pas mettre ça dans les valises. Ah non, ça va nous tacher les habits. On se débrouille. Mais moi, ça m'a un peu piqué. Ça m'a fait quand même du mal de faire cette comparaison-là qui est très injuste parce que vous avez énormément de chance en France avec tout ce que vous avez pour pouvoir justement avoir l'art au sein de votre vie. Je ne vais pas dire aller en vivre ou tout ça, mais le nombre d'expositions qu'il y a, j'ai pas envie de dire au mois, mais à la semaine. C'est difficile d'être un artiste en France. C'est ça. Oui, ça l'est oui, ici aussi, mais ça. ici c'est différent. Ça n'a rien à voir et c'est presque, j'ai même envie de dire, Merci. presque indécent de vouloir comparer. Merci, Bon, en tout cas, merci pour cette opportunité. Merci. Alors. Merci Manouchka et son éternel franc-parler. Oui. On va clôturer cette conférence animée par M. Yves Onanou. On remercie également M. Pascal Aumaitre pour les contributions et le regard franc et sincère. On remercie également les étudiants des Beaux-Arts de Paris qui n'ont pas beaucoup parlé d'ailleurs. Oui. C'est quand même, je ne sais pas si vous... Ils sont arrivés hier soir, ils ont découvert le Togo ce matin. Donc on va vous laisser Ils sont sous du Togo. On va vous laisser vous d'abord et après on vous donnera la parole. Pour clôturer, je ne sais pas si M. Eric Onanou a peut-être pour réagir à tout ce que Manouchka a dit. Oui, alors. Questions sensibles. Oui, que Atisso aussi a essayé de brosser aussi dans son propos. Mais je retiens que ça, le dualisme, enfin le combat ou bien la dichotomie aîné, oui, doyen, nouvelle génération, c'est comme s'il y a un combat. Non, il y a toujours, non, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. C'est des centres d'intérêt, c'est des histoires de génération. Donc il faut, malgré tout, tisser des passerelles pour que les rencontres qui existent déjà puissent être plus fréquentes, pour échanger ensemble. Je le fais dans mon atelier de manière périodique, mais que ça puisse se répéter souvent et s'ouvrir davantage. C'est une bonne chose. Mais pour revenir un peu à l'État, j'aime à imaginer surtout l'Africain type qui est formé aux États-Unis, qui est formé à Londres, qui est formé à Paris, vivant dans la capitale. Et je donne souvent, pour caricaturer, l'exemple d'une galerie au pied de son immeuble qui n'a jamais franchi. Il revient le soir du travail, et entre l'école et tout ça, le travail pour vivre, il voit des gens, il dit qu'est-ce qu'ils font là? Nous, on appelle ça vernissage, lui, il ne sait pas. Il monte, il descend, il fait ça. Il a vécu dans cet immeuble pendant 10 ans. Il a fini ses études, il rentre. Il n'a jamais franchi la porte ni d'un musée, ni d'une galerie. Et le voilà ministre de la Culture. Ça résume.
ça résume tout. Ça résume tout. Voilà. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Et 99% de notre diaspora ressemble à ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Eric Ouananou, pour ces propos. Nous avons fini la conférence. Nous vous invitons à un petit cocktail à l'esplanade, juste en bas, à l'esplanade de l'accueil de l'Institut français du Togo. Et vous pourrez en même temps profiter pour redécouvrir la sortie de résidence de Terre de mémoire, Héritage et Devenir de 13 Folies et de Jerry Orlando. Je pense que les artistes sont présents. Ils se feront un plaisir de commenter ou de discuter avec vous, tout en savourant un petit quelque chose offert par l'Institut français du Togo. Nous remercions toutes les équipes de l'Institut, nous remercions tous ceux qui nous ont suivis en direct Facebook. Le replay est disponible, vous pouvez le revoir, le repartager, etc. Merci beaucoup et bon week-end. Merci.